Bonjour à tout le monde. On recommence cet après. Il est 13h30 pile, donc le temps que je fasse un petit bonjour à tous et puis pour introduire cette deuxième session de ces journées SMAC 2020. La première session ce matin a eu beaucoup de succès puisqu'on était plus de 120 à être connectés à un moment donné avec une introduction sur la thématique qui a bien posé les définitions, le cadre et quelques exemples déjà qui sont arrivés. Donc sur cette deuxième session de l'après-midi, nous allons accueillir jusqu'à la pause 3 premiers orateurs sur la thématique intelligence artificielle associée au diagnostic du cancer et au pronostic, avec une première partie avec les radionomics. Donc, on va démarrer notre première présentation avec Loïc Duron, qui est neuroradiologue à la Fondation Rothschild et rattaché à l'Université Paris-Descartes. Et qui va nous parler nous faire cette introduction sur IA et radiomique en radiologie. Loïc, je vous laisse la parole. Merci. Oui, merci beaucoup. Alors, il y a des travaux, je suis désolé, qui commencent juste à côté, donc si vous m'entendez mal, n'hésitez pas à me le dire. Alors, je vais essayer d'enlever ça. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Ok. Ça marche. Donc, effectivement, oui, je suis neuroradiologue à la Fondation Rothschild. Là, je suis en année de mobilité à Lille pour 1 an. Et puis, parallèlement, je fais ma thèse de sciences sous la direction du professeur Laure Fournier à l'HEGP à Paris sur la thématique de la radiomique et en particulier des problèmes de méthodologie liés à la radiomique. Donc, je vais essayer d'introduire de façon un peu large la radiomique et puis vous montrer quelques exemples de ce qu'on peut en faire et puis parler un petit peu de l'IA, même si ça a été déjà bien présenté ce matin. Donc, la radiomique, pour entrer directement dans le vif du sujet, qu'est-ce que c'est? C'est un domaine de la recherche en imagerie qui est guidé par les données. Donc, ça veut dire qu'on part des données sans a priori. Donc, c'est un petit peu l'opposé, même si ce n'est pas totalement opposé, de la recherche guidée par les hypothèses. Ce n'est pas une démarche hypothético-déductive, c'est une démarche inductive qui est guidée par les données. Et on va essayer d'analyser les images de façon quantitative et computationnelle, c'est-à-dire avec les ordinateurs. Ça consiste à extraire un très grand nombre de descripteurs des images et à essayer d'aller fouiller ensuite dans ce très grand nombre de descripteurs pour rechercher un descripteur ou une combinaison d'un petit nombre de descripteurs qui soit bien corrélé à une cible diagnostique, pronostique ou prédictive. L'objectif final, c'est de découvrir de nouveaux biomarqueurs d'imagerie. Donc, pour resituer ça un petit peu dans le contexte, vous faites le parcours de soins d'un patient qui arrive en radiologie. Donc, un patient qui a un examen, par exemple, une IRM orbitaire pour le coup. Alors, je vais vous parler d'orbite parce qu'à la Fondation Rothschild, il y a beaucoup d'ophtalmo. Ça, c'est une coupe d'IRM, coupe coronale, donc coupe frontale IRM de l'orbite gauche. Vous voyez le nerf optique ici, puis il y a une tumeur de la glande lacrymale. Donc, l'objectif du radiologue, c'est de détecter la lésion et puis ensuite d'essayer de la caractériser. Donc, pour la caractériser, on utilise des descripteurs sémantiques, de localisation, de morphologie, d'intensité. On essaye de donner un petit peu d'informations sur l'hétérogénéité, même si ce n'est pas facile de la quantifier visuellement. Et puis, à l'aide d'autres données cliniques ou de biologie, on essaye d'établir un diagnostic, d'émettre un pronostic ou de prédire la réponse à tel ou tel traitement. Mais le problème de cette approche, vous l'aurez deviné, c'est qu'elle est subjective. Elle dépend de l'œil du radiologue, elle dépend de ses compétences, de son savoir-faire, de son expérience. Et elle est probablement partielle, c'est-à-dire qu'il y a des données qui sont présentes dans l'image, qui ont une information biologique, qui portent une information biologique et qu'on n'arrive pas à extraire, qu'on n'arrive pas à quantifier correctement. Donc, on manque de sensibilité et de spécificité dans cette analyse. Alors, comment mieux exploiter ces données? C'est là qu'intervient peut-être la radiomique. Donc, la radiomique ne fait pas appel à un patient, mais à une cohorte de patients à partir desquels on peut avoir une quantité importante, la plus importante possible d'images. Et de cette quantité importante d'images, on va extraire un grand nombre de descripteurs. Alors, la plupart du temps, ce sont des descripteurs qui sont regroupés en 3 catégories: la morphologie, l'intensité, donc on crée des histogrammes d'intensité des images et on étudie ces histogrammes, et puis de texture, c'est surtout connu pour ça, la radiomique, qui essaye de quantifier l'hétérogénéité dans les lésions. Et puis à l'aide d'autres descripteurs de clinique, de biologie, d'histologie, on essaye de trouver dans cette grande quantité de données, dans cette analyse des big data finalement, un descripteur ou une combinaison de descripteurs qui soit très corrélée à une cible diagnostique, pronostique, prédictive. Et si on trouve ça, on aura découvert un nouveau biomarqueur d'imagerie qui sera quantitatif et objectif. Et ce biomarqueur d'imagerie, on pourra l'intégrer à la pratique courante, à l'analyse visuelle conventionnelle pour améliorer notre appréciation diagnostique, pronostique ou prédictive, et donc pour une médecine de précision.
Donc, cette radiomique, en fait, elle passe par un processus de différentes étapes. La première étape, je vous en ai déjà parlé, c'est de constituer une cohorte d'images. Ensuite, on va segmenter les lésions, c'est-à-dire on va focaliser l'analyse sur la zone qui nous intéresse, par exemple ici la tumeur, et puis on obtient des régions d'intérêt, et ces régions d'intérêt, on va les pré-traiter. Donc il y a tout un tas d'étapes de pré-traitement qui existent, je vous ai mis quelques exemples, l'interpolation, la resegmentation, la discrétisation des niveaux de gris et puis des filtres, je pourrais vous en reparler si vous voulez. Et puis de ces régions d'intérêt pré-traitées, eh bien, on va extraire les paramètres, des paramètres de forme, d'intensité et de texture. On obtient ainsi des grands tableurs de grandes quantités de données avec en ligne les patients et puis en colonne les descripteurs. Et il va s'agir d'aller fouiller dans ces grandes quantités de données pour rechercher un paramètre ou une petite quantité de paramètres, une combinaison de paramètres qui soit reproductible et discriminant vis-à-vis d'une cible et qui constitue donc un candidat biomarqueur qu'on pourra ensuite étudier. Le problème de ce processus, comme vous le voyez, c'est qu'il y a beaucoup d'étapes et que chaque étape peut être réalisée de façon différente, de différentes façons, et qu'il n'y a pas un consensus global sur la meilleure façon de réaliser telle ou telle étape. Tout dépend de certaines caractéristiques du dataset, de la question posée. Donc, de plus en plus de consensus se mettent en place, mais il y a encore beaucoup de flou là-dessus. Je vous montre quelques exemples. La cohorte d'image, elle peut être unie ou multicentrique. Elle peut englober ou non une certaine variabilité d'acquisition et de reconstruction en fonction du nombre de machines qui ont été utilisées, des algorithmes de reconstruction qui ont été utilisés. On peut inclure ou non les artefacts, ce qui aura plus ou moins d'impact sur l'applicabilité ensuite au quotidien. Et puis les pathologies peuvent être représentées de différentes façons. Il peut y avoir une prévalence naturelle, une prévalence artificielle. Et tout ça, ça va avoir un impact sur notre capacité à découvrir les biomarqueurs et puis sur ensuite leur capacité à être performants en pratique. La segmentation, elle peut être en 2D, c'est-à-dire sur une coupe, comme vous le voyez ici, ou en 3D, c'est-à-dire sur toutes les coupes qui englobent toute la lésion. Alors en cancérologie, l'intérêt du 3D, c'est qu'on va essayer d'échantillonner toute l'hétérogénéité tumorale, contrairement à la biopsie, par exemple. C'est ce qui est souvent avancé dans les études de radiomique par rapport de l'avantage de la radiomique par rapport à la biopsie, c'est qu'on va essayer d'avoir un aperçu de toute l'hétérogénéité de la lésion. Mais ça implique d'autres problèmes, c'est-à-dire qu'on aura plus de pixels et donc pour une même quantité de données, pour un même nombre d'observations, pour un même nombre de patients, et donc des problèmes statistiques qui suivent. Donc, cette segmentation peut être manuelle, c'est souvent le gold standard, mais ça demande beaucoup de temps, ou alors elle peut être aidée par des algorithmes de segmentation semi-automatique ou automatique. Ensuite, une fois qu'on a nos régions d'intérêt, on les pré-traite. Donc, à partir d'une région d'intérêt qu'on vient de segmenter, on va faire tout un tas d'étapes, peu importe, je ne peux pas détailler toutes les étapes pour l'instant, mais ces étapes peuvent être elles-mêmes faites de différentes façons. Ce qui fait qu'à partir d'une seule image, on va obtenir un certain nombre, parfois un grand nombre de régions d'intérêt pré-traitées. Et ces régions d'intérêt pré-traitées, ensuite, de ces régions d'intérêt, on va extraire un grand nombre de paramètres. Donc, à partir d'une seule image, d'un seul patient, on peut obtenir un très, très grand nombre de paramètres qui, vous l'imaginez, va poser ensuite des problèmes statistiques. Donc, pour extraire ces paramètres, on utilise des logiciels. Et là encore, il existe différents logiciels d'extraction. Certains sont libres et gratuits, d'autres sont commerciaux et payants. Je vous ai mis quelques exemples, ce n'est pas exhaustif. Moi, pour ma part, j'utilise PyRadioMix, qui est une librairie en Python qui a l'avantage d'être très bien documentée sur Internet. Et donc, pour des problèmes de reproductibilité, pour des questions de reproductibilité des études, je trouve que c'est assez pertinent. Donc, ces paramètres sont des paramètres, je vous l'ai dit, de forme. Par exemple, le grand axe, le petit axe, la surface, le volume, la spéricité. Il y en a d'autres. Des paramètres d'histogramme. Donc, on fait l'histogramme des intensités des pixels présents dans l'image. Et puis, on analyse cet histogramme, le minimum de l'histogramme, le maximum, la moyenne, etc. Et puis, les paramètres de texture, donc la radiomique est surtout connue pour ça, mais ce n'est pas uniquement ça, la radiomique, c'est l'ensemble. Les paramètres de texture, c'est l'agencement spatial des pixels les uns par rapport aux autres. Donc, c'est une sorte d'analyse quantifiée de l'hétérogénéité des images. Donc, ça se fait à partir de calculs de matrices intermédiaires, comme la matrice de co-occurrence des niveaux de gris, puis d'autres types de matrices qui sont un petit peu dérivées de la première. Et puis, à partir de ces matrices, on calcule des valeurs d'entropie, de contraste, et donc on obtient de grandes quantités de données. Donc, on obtient ce genre de tableur avec en ligne les lésions ou les patients, et puis en colonne, chaque descripteur qui a une valeur quantitative. Et donc, que faire de ça? Et bien, ensuite, c'est de l'analyse de données. Et l'analyse de données en grande quantité comme ça passe quasi systématiquement, inévitablement, par une réduction de la dimensionnalité des données.
une réduction du nombre de paramètres. Donc ça, je ne vous l'apprends pas, vous savez ça mieux que moi. Pourquoi? Parce qu'il y a un déséquilibre statistique entre le nombre d'observations, qui est souvent de quelques dizaines, rarement parfois de quelques centaines, mais rarement plus en radiomique, puisqu'il faut avoir les données, et le nombre de paramètres qui, lui, par contre, peut être de plusieurs milliers, d'où une inflation du risque alpha, donc le risque de mettre en évidence une corrélation juste par le fait du hasard. Là, c'est la représentation du risque alpha en fonction du nombre de tests statistiques univariés. Vous voyez que si on a 180 paramètres, ce qui est minime par rapport à ce qu'on a parfois, on a 100% de chance de découvrir une corrélation qui n'existe que par le fait du hasard. Donc, comment on réduit ce nombre de paramètres? Eh bien, il y a à nouveau plusieurs façons de faire. Alors, on peut sélectionner les paramètres reproductibles d'une segmentation à l'autre, d'un observateur à l'autre. Le rationnel de ça, c'est qu'on cherche des biomarqueurs, donc des descripteurs qui ne soient pas dépendants de l'utilisateur, du radiologue. Mais l'implication, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait plusieurs chercheurs, plusieurs annotateurs qui segmentent les lésions. Donc, ça demande du temps et ça demande des ressources humaines. On peut éliminer les paramètres redondants. Il y en a qui sont redondants, ils sont corrélés linéairement ou non linéairement. On peut éliminer les paramètres à variance quasi nulle. Je vous ai donné un exemple, un paramètre qui répond systématiquement 15, ça n'a aucun intérêt, évidemment. Mais pourtant, dans les études, il n'y aura pas une sensibilité, une spécificité nulle. Il y aura une valeur. Et puis, on a des méthodes, des algorithmes statistiques qui sont, donc je n'ai pas le temps de développer, mais qui peuvent être classés selon 3 grandes familles que sont celles-ci. Une fois qu'on a réduit les paramètres, eh bien, on va essayer de trouver un paramètre ou une petite combinaison de paramètres qui soit très corrélée à la cible. Donc, si c'est un paramètre, eh bien, on fait des statistiques univariées toutes simples. La subtilité, c'est juste que comme il nous reste encore pas mal de paramètres, on est obligé de corriger pour les tests multiples, corriger le petit p. Et puis, si on veut trouver une combinaison de paramètres, eh bien, on va utiliser des algorithmes de machine learning pour trouver ce qu'on appelle une signature radiomique, c'est-à-dire un modèle statistique, finalement, basé sur plusieurs paramètres. Ces algorithmes de machine learning, ce sont généralement des algorithmes de machine learning classiques, on va dire, pas de deep learning, parce qu'on n'a pas assez d'observations en général pour avoir des algorithmes de deep learning suffisamment performants. Donc moi, d'expérience, ce sont souvent, et puis dans la littérature, ce sont souvent des forêts aléatoires, des random forests qui sont les plus performantes sur ce type de travail, du fait probablement du faible nombre de cas d'observation par rapport au nombre de paramètres. Et puis une fois qu'on a notre signature radiomique, que ce soit un biomarqueur, enfin que ce soit un descripteur ou un ensemble de descripteurs, on va essayer de le valider. Alors au mieux, ça se fait sur une cohorte externe, c'est-à-dire d'autres centres avec d'autres machines d'acquisition. Alors ça, c'est l'idéal, mais évidemment, c'est compliqué. Donc à défaut, on peut le faire sur le test set qu'on aura préalablement séparé du train set avant d'établir la signature radiomique. Et puis, à défaut, ça arrive aussi quand on a vraiment très peu de données. Par exemple, sur des maladies rares, eh bien, on est obligé de faire de la validation croisée sur l'ensemble de la cohorte. Alors, je vous ai mis deux articles qui sont pour moi essentiels pour illustrer ce propos. Il y en a énormément d'autres, mais il faut faire un choix. Donc, l'IPSI, c'est quelque chose à connaître quand on fait de la radiomique. C'est une initiative de standardisation des biomarqueurs en imagerie qui essaye d'établir des jalons sur toutes ces étapes de la radiomique pour essayer de standardiser les études et d'avoir une meilleure reproductibilité, une meilleure applicabilité des études. Et puis ça, c'est un article de revue de Philippe Lambin de 2017, je crois, dans Nature Reviews, qui retrace un petit peu ce que c'est que la radiomique et puis qui propose un score de qualité des études qu'il appelle le Radiomics Quality Score, le RQS, qui permet de juger de façon la plus objective possible les études avec leurs forces et leurs faiblesses. Alors, on m'a demandé de montrer des applications, donc je vous propose une application qu'on a développée à la Fondation Rothschild, donc en cancérologie, entre guillemets, puisque c'est de la cancérologie orbitaire pour le coup. C'est un peu une niche, mais ça reste de la cancérologie. Donc, l'objectif de cette étude, c'était de distinguer en IRM des tumeurs orbitaires bénignes de tumeurs orbitaires malignes. Donc, les tumeurs orbitaires sont des tumeurs qui naissent dans la cavité orbitaire, donc ce qu'il y a autour de l'œil. Et la cavité orbitaire, elle contient énormément de tissus. Elle contient des muscles, des artères, des nerfs, des vaisseaux, différents vaisseaux, de la graisse, du périos, de l'os. Enfin, ce qui fait que énormément de types histologiques différents peuvent naître de cette cavité orbitaire. Mais globalement, on peut classer les lésions en lésions bénignes et en lésions malignes, parce que les lésions bénignes, elles ne nécessitent qu'une surveillance, en général une surveillance par IRM. Les lésions malignes, par contre, elles nécessitent une biopsie chirurgicale, voire une chirurgie,
avec des risques fonctionnels et esthétiques non négligeables. Donc, c'est important de pouvoir distinguer lésions bénignes de lésions malignes le moins invasivement possible, donc en IRM en particulier. Malheureusement, la clinique, la biologie et les biomarqueurs actuels qu'on a en IRM, les biomarqueurs visuels finalement, ont une performance relativement faible, ce qui fait qu'on a quand même un grand nombre de biopsies qui sont indiquées à l'issue de cette investigation diagnostique. On s'est demandé si la radiomique pouvait nous aider à améliorer nos performances. Donc pour ça, on a créé une cohorte, on a créé une cohorte de 200 patients prospectives, de 200 patients qui venaient pour une IRM, 2 tumeurs orbitaires. Ils ont tous eu une IRM 3 Tesla, donc c'était en monocentrique à la Fondation Rothschild, avec 6 séquences. Bon, je vous passe le nom des séquences, peu importe, hein, c'est pas trop l'objet de l'étude, c'est pas trop l'objet de la présentation, mais tous avaient une preuve histologique. Donc, je vais essayer de vous remontrer les différentes étapes que je vous ai présentées précédemment. Donc, les patients, on les a séparés en train set et en test set. Et le test set, on n'y a pu toucher avant la validation totale de l'algorithme. Et puis, il y avait une prévalence qui était une prévalence naturelle, hein, c'était prospectif. Donc, il y a 2 lecteurs qui ont fait 3 lectures, c'est-à-dire qu'il y a un lecteur qui a fait 2 lectures et un lecteur qui a fait une lecture des images en faisant une segmentation manuelle 2D, donc sur une coupe, la coupe la plus large. Puis ensuite, on a extrait les paramètres de radiomique, donc 101 paramètres de radiomique par séquence. Il y avait 6 séquences d'IRM, donc 606 paramètres de radiomique. 606 paramètres de radiomique pour 150 patients de train set. Évidemment, on est obligé de faire de la réduction de la dimensionnalité des données, donc c'est ce qu'on a fait. Donc pour la réduction, on a sélectionné les paramètres reproductibles d'une segmentation à l'autre, hein, donc en inter et en intra-observateur. On a sélectionné les paramètres qui n'étaient pas redondants les uns avec les autres. Puis, on a utilisé une autre méthode en plus pour réduire encore le nombre de paramètres, une méthode statistique itérative, incrémentielle, enfin, peu importe. Une fois qu'on avait notre modèle, une fois qu'on avait une quantité de descripteurs de paramètres modeste, on va dire, ou en tout cas raisonnable vis-à-vis du nombre de patients, et on a créé le modèle à l'aide de Random Forest et qu'on a optimisé en grid search et en cross-validation. Et puis, on a sélectionné le point de fonctionnement sur le train set. Une fois que tout cela a été fait, une fois qu'on avait fixé notre modèle statistique, et bien on l'a testé. On l'a testé sur le test set, sur les 50 patients du test set, en standalone, c'est-à-dire sur ses performances seules. Et puis, on a demandé aussi à 12 lecteurs, donc des internes, des radiologues non spécialistes et des radiologues spécialistes experts en imagerie orbitaire, de lire le test set, de nous dire s'ils pensaient que c'était bénin ou malin. Et on a comparé à l'algorithme. Et puis 3 semaines plus tard, on a redonné le test set aux mêmes radiologues et internes, et dans un ordre différent, et on leur a donné en plus les prédictions de l'algorithme, et on a regardé s'ils amélioraient leur performance avec l'algorithme. Voici un résumé des résultats, hein. C'est un condensé. Donc, la courbe verte, c'est la courbe de l'algorithme, qui, avec son point de fonctionnement ici sur la petite croix, donc avec un AUC de 0,87, ce qui est assez honorable comparativement par exemple à l'ADC. L'ADC, c'est notre seul biomarqueur qui peut être mesuré sans avoir passé par la radiomique, hein, qui peut être mesuré, c'est ce qu'on regarde nous pour distinguer les tumeurs bénignes des tumeurs malignes au quotidien quand on regarde des IRM. Et l'ADC, vous voyez, c'est la courbe jaune, donc qui n'a pas les meilleures performances du monde, mais bon, c'est notre quasiment seul biomarqueur actuellement. En tout cas, donc, la radiomique faisait mieux que l'ADC. Les petits points, donc le petit point vert sont les internes, le petit point rouge sont les radiologues non spécialistes et le petit point bleu sont les radiologues spécialistes en imagerie orbitaire. Ce sont les performances des radiologues sans aide de l'algorithme. Et puis les croix, c'est les performances des radiologues avec l'aide de l'algorithme. Ce qu'on voit, c'est que la radiomique faisait mieux que les radiologues sur ce test set en tout cas. Et que les radiologues amélioraient leur performance à l'aide de la radiomique. Donc, ils étaient surtout plus sensibles, mais ils n'étaient pas moins spécifiques. Ils étaient un petit peu plus spécifiques, hein, même si c'était statistiquement non significatif. Mais en tout cas, ils n'avaient pas plus de faux positifs, et donc ça veut dire que l'utilisation de l'algorithme n'induisait pas plus de biopsies. C'est ça qui est essentiel. Voilà pour la présentation de cette application. Alors, je dis 2 mots très rapidement parce que je pense qu'après je vais dépasser mon temps en deux slides sur l'intelligence artificielle, puisque finalement on en a parlé juste avec l'analyse des données et le machine learning. Donc je reviens pas là-dessus puisque ça a été dit ce matin, mais
savez que le machine learning fait partie de l'intelligence artificielle, que pour faire du machine learning, il faut des données, mais il faut aussi des algorithmes, que parmi ces algorithmes, il y a les réseaux de neurones, et que quand on utilise des réseaux de neurones avec beaucoup de couches, on appelle ça des réseaux de neurones profonds, on fait du deep learning. Très bien. Vous savez aussi, on l'a vu ce matin, qu'il y avait 3 types de machine learning, l'apprentissage supervisé, qui fait de la classification ou de la régression selon qu'on est en face de données discrètes ou continues. Et surtout, et c'est là que je veux insister là-dessus pour la radiologie en tout cas, c'est sur des données annotées. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir les données, par exemple les images, il faut qu'elles soient annotées. Et l'annotation en imagerie, c'est un vrai problème, c'est une vraie question, c'est de savoir comment annoter. On peut annoter en disant, dans ce scanner thoraco-abdominopelvien, il y a une tumeur rénale. Bon, par exemple, on prend les comptes rendus, on voit qu'il y a le mot tumeur rénale, les mots tumeur rénale, on dit qu'il y a une tumeur rénale. Bon, c'est une notation très faible, puisque dans cette centaine de milliers, voire millions de pixels, il y a des tumeurs rénales, mais où, on ne sait pas. Puis il y a la notation forte, où on va aller segmenter les lésions pour bien dire et bien apprendre à l'algorithme ce qu'est une tumeur rénale et ce qui n'est pas une tumeur rénale. L'apprentissage non supervisé, donc c'est pour essayer de faire du clustering, du regroupement, par exemple du phénotypage de patients. Puis l'apprentissage par renforcement, donc on en parlait un petit peu aussi avec l'exemple d'AlphaGo ce matin. Alors, cette dernière slide, juste pour vous, pour les applications de l'intelligence artificielle en radiologie, simplement pour vous, vous le savez peut-être déjà, hein, mais que vous indiquer que ce n'est pas uniquement l'analyse d'images, hein, ça va vraiment dans toutes les étapes de la prise en charge de la radiologie, de l'indication jusqu'à la prise de décision, en passant par l'accueil du patient, l'optimisation de l'examen et de la standardisation de l'examen, l'optimisation de l'affichage, l'aide à la détection des lésions, l'aide à la classification, la caractérisation des lésions, l'aide à la mise en place du compte-rendu, et puis l'aide à la décision médicale. Voilà, je termine, j'espère que je n'aurai pas dépassé trop, pour dire que la radiomique, c'est une approche guidée par les données, donc on part sans a priori sur les données et on utilise le plus possible ces données. On essaye d'essorer ces données pour découvrir de nouveaux biomarqueurs. Les challenges principaux actuellement, c'est le déséquilibre entre la quantité de données qu'on peut avoir, donc le nombre de patients, et le nombre de variables qu'on est capable d'extraire. Et puis le manque de standards, même si on fait des progrès, le manque de standards dans les différentes étapes de la radiomique qui grève un petit peu sa reproductibilité et son applicabilité en clinique. Pour le machine learning, je vous ai dit un mot de l'importance de l'annotation sur l'apprentissage supervisé, en particulier en imagerie. Et puis, retenez que ça ne s'applique pas qu'à l'analyse des images, hein, il peut y avoir une application à toutes les étapes de la prise en charge du patient. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Ok, merci beaucoup Loïc pour cette présentation très didactique et très claire, qui sûrement nous a donné déjà beaucoup de réponses. Une première question dans le chat qui demande, dans votre approche, il est nécessaire de procéder à une segmentation manuelle au préalable afin de créer le jeu de test. Pensez-vous aussi implémenter une segmentation automatique afin de pouvoir utiliser les modèles de prédiction sur de nouveaux patients? Alors, je sais pas, la question s'applique à l'application que je vais montrer là sur les tumeurs orbitaires, c'est ça? Je suppose que oui. Oui. Alors, c'est très difficile en fait. Là, je vous ai montré un cas typique. Hein, l'image que je vous ai montrée de tumeur lacrymale, par exemple, c'était un cas typique. C'est très difficile en imagerie orbitaire de créer d'avoir des algorithmes de segmentation automatique. D'une part parce que c'est une pathologie qui est relativement rare, donc ça intéresse peu de monde de créer ce genre d'algorithme. Et puis parce que justement, comme c'est une pathologie relativement rare, on a peu de données pour pouvoir entraîner des algorithmes, si c'est des algorithmes de segmentation basés sur le machine learning, là-dessus. Et d'autre part, le contraste entre la lésion et l'environnement tumoral est parfois assez difficile, enfin, et assez peu marqué, et donc il est parfois assez difficile de segmenter les lésions. Donc on n'en est pas encore à l'étape de segmentation automatique, même si ça serait vraiment c'est vrai que ça serait une belle étape pour automatiser ensuite et appliquer en clinique cet algorithme, quoi. Ok. Une autre question qui demande, alors peut-être il faut revenir sur votre diaporama, puisqu'elle demande que mesurent les p-valeurs dans les slides de résultats. À quoi correspondent ces p-values? Alors, il y en a plusieurs p-values. Je ne sais pas s'il veut préciser la question. C'est des comparaisons de performance. Oui, j'imagine que c'était ces résultats-là. Ce sont des comparaisons de performance. Alors là, je ne peux plus vous dire si c'est des comparaisons de matrices de confusion ou ce sont des comparaisons d'une valeur particulière de vrais positifs, de faux positifs. Je peux plus vous dire de tête, hein, mais là, je peux vous donner la référence de l'étude qu'on a publiée.
Donc, elle est dans Investigative Radiology. Et si vous tapez par mon nom écrit. plus Investigative Radiology, vous la trouverez. Okay. Virginie, tu as une question avant de continuer Oui. la lecture des questions en chat? Oui, Loïc, merci beaucoup pour cette présentation très didactique. C'était exactement ce qu'il nous fallait. J'avais deux commentaires. J'imagine pour étudier l'hétérogénéité des lésions, on a besoin aussi de prendre en compte l'hétérogénéité des fabricants des machines. Et ça, est-ce que c'est quelque chose qui est fréquent dans votre pool de 200 patients ou 200 images? Est-ce que vous l'avez pris en compte? Et la deuxième chose, c'était est-ce que le radiologue qu'on souhaite aider pour positionner son diagnostic avec l'imagerie, avec l'IA, est-ce qu'il est prêt à allonger la durée de son acte en passant par un logiciel de support finalement voilà. Est-ce qu'en pratique de tous les jours, ça va être un outil qui va être quand même réellement utile et utilisé? Donc pour la première question, là, c'est une étude vraiment monocentrique et on a plusieurs machines à la Fondation Rothschild, mais qui sont toutes de la même marque. Donc effectivement, l'hétérogénéité d'acquisition, elle est très faible chez nous. Et donc on peut imaginer que, parce que notre test set est issu de la même machine, issu de la même cohorte, donc des mêmes machines d'acquisition, on n'a pas à tester encore l'algorithme sur d'autres machines, mais très probablement, il ne faut pas se leurrer, que sur d'autres machines avec d'autres images d'acquisition, d'autres paramètres d'acquisition, les performances vont chuter, très probablement. Pour la deuxième question, le temps passé par le radiologue, là, ce qui va limiter l'application de cet algorithme essentiellement, c'est qu'il faut segmenter. Et donc, ça rejoint un petit peu la première question, c'est qu'il faudrait une segmentation automatique pour que ça ne prenne pas de temps. Là, la segmentation qu'on a faite, elle est en 2D, donc c'est relativement rapide. Ça consiste juste à faire une région d'intérêt très rapide. Mais par contre, ce qu'on n'a pas fait non plus, c'est moi qui n'ai pas encore fait, c'est de faire à partir de cette région d'intérêt, de faire toute l'extraction automatique. Ça nécessite une espèce d'interface utilisateur qui n'est pas encore faite, quoi. Mais par contre, je pense que si cela est fait, une simple segmentation manuelle, ça prend 20 secondes. Ça serait totalement implémentable en pratique clinique, quoi. D'accord. Merci. Merci. Avec plaisir. Dernière question avant de passer à l'orateur suivant. Les données, c'est plus technique, les données de texture ont-elles un lien avec les types et sous-types de tumeurs? Vous avez parlé de beaucoup de modèles histo. Alors, dans cette étude, pour parler de cette étude-là, non pas particulièrement, mais il faut dire que l'hétérogénéité, on a peu de tumeurs qui ont la même anatomopathologie. On a énormément de variétés anapathes, sur 150 patients du coup, ou même 50 patients pour le test 7. C'est dérisoire, on ne peut pas faire d'analyse en sous-type en fait. Il n'y a pas de valeur statistique à ça. Par contre, dans la littérature, clairement, il y a des patterns certains descripteurs sont plus liés à tel type histologique, notamment pour les gliomes. Je pense aux gliomes pour la neuroradio, mais je pense c'est exactement la même chose pour d'autres pathologies. Il y a des patterns où on montre effectivement que certains descripteurs d'hétérogénéité sont plus liés à un sous-type, voire plus liés à un génotype, à des anomalies moléculaires qui ont un impact thérapeutique. Notamment les gliomes, les mutations IDH peuvent être prédites par la radiomique. Merci beaucoup Loïc pour cette introduction à cette session. Merci.